Je salue les internautes qui sont avec nous, qui nous ont rejoints peut-être ou qui nous suivent depuis le début de cet après-midi pour les plus courageux. Donc troisième table ronde, on est 3 cette fois, pour parler, comme vous l'avez dit, de la structuration et de l'animation d'une communauté numérique. Rassemblés pour mieux développer sur notre territoire cette industrie du digital et du numérique, avec 2 invités. Donc Fabien Vidal qui représente ici Palo Altour. Palo Altour, depuis combien de temps est-ce que ça existe? En 2 mots. Et puis Alors Palo Altour, ça existe depuis 2012. Ouais. Et bientôt, ça n'existera plus parce que nous allons fusionner avec Digital Loire Valley. Ah, bon. Les actions vont continuer, les bénévoles sont toujours là. C'est juste qu'on va travailler un petit peu différemment. Très bien. Alors, on va en parler justement de cette organisation, puisqu'on est là pour parler d'organisation. Et Guillaume Van Est à mes côtés. Vous êtes le directeur de Digital Loire-Vallée. D'un mot, même plus que d'un mot d'ailleurs, Digital Loire-Vallée, on comprend bien, chaque mot est pesé. Hein. Ça veut dire quoi et ça sert à quoi? Alors, Digital Loire-Vallée, c'est effectivement du digital et la Loire-Vallée, mais pas que. Alors, je vais commencer par Loire-Vallée, puisque notre activité, elle couvre l'ensemble de la région Centre-Val de Loire. Et donc, on va au-delà de l'axe ligérien. Donc, ce sont les 6 départements. Donc, les 6 départements, exactement. Et puis, digital, ça dit ce que ça veut dire. C'est-à-dire que nous sommes une communauté d'acteurs engagés dans le numérique, des acteurs professionnels engagés dans le numérique, qui sont soit des acteurs numériques, soit des entreprises plus traditionnelles qui utilisent le numérique pour se transformer. Alors, quel type d'acteurs, quel type d'entreprises, qui sont ces acteurs du digital aujourd'hui? Il y a des institutions, des entreprises, des PME, des startups? Oui, c'est très varié parce que c'est d'abord un mouvement de territoire. C'est une association qui porte des projets de territoire. Et pour porter des projets de territoire, il faut évidemment être nombreux. Des collectivités, des entreprises de toute taille. Ça va de la start-up à l'ETI industrielle, en passant par un grand nombre d'entreprises numériques ou industrielles, des organismes de formation également, parce qu'il y a un vrai sujet sur les compétences. Comment trouver et attirer les compétences de demain pour faire grandir les entreprises avec le numérique. On a l'impression que finalement les compétences, on devrait les trouver relativement facilement. En ce sens, alors vu de mon balcon, je me dis aujourd'hui la génération montante, elle a envie d'être dans le digital. C'est quelque chose, il y a un côté fascination. Alors, ça ne concerne pas que la génération, que les jeunes générations, les générations montantes, ça concerne toutes les générations. Et je pense que Fabien pourra aussi dire ce qu'il en est de la capacité à attirer des personnes dans ces écosystèmes. Il y a un vrai besoin d'attirer en permanence des personnes, de renouveler l'attrait autour du numérique. Même si on a l'impression que les jeunes sont nés avec le numérique, ils ne sont pas forcément attirés nécessairement par des carrières dans le numérique. Et de toute façon, même s'ils le sont, il faut se former, ça prend du temps, il faut connaître l'offre de formation, il faut identifier les acteurs, il faut comprendre les métiers auxquels ça mène. Mais encore une fois, ça n'est pas accessible qu'aux jeunes, c'est accessible à tout le monde. Et on a dans la communauté des tas de personnes qui sont en reconversion, qui sont en deuxième partie de carrière, qui veulent changer de vie et qui s'orientent vers ces métiers parce que ça leur permet de se renouveler tout simplement. C'est un peu le principe d'ailleurs de ces métiers, à l'un et à l'autre, c'est d'englober l'ensemble des générations et de faire en sorte que le digital soit quelque chose qui soit approprié par tout le monde. Dans Palo Altour, vous me le disiez, c'est une start-up associative d'entreprises innovantes. Donc là, ça concerne tout le monde. Alors, effectivement, ça c'est pas moi qui ai sorti cette phrase, c'est un des créateurs de Je l'ai trouvé sur Internet. Tout à fait. Effectivement, en fait, Palo Altour, qu'est-ce que c'est? C'est une association qui réunit des bénévoles qui ont envie de monter en compétences ensemble sur le numérique. Au début, au lancement de l'association, il y avait aussi une dimension, effectivement, start-up, entrepreneuriat très fort. Aujourd'hui, c'est un peu moins présent et c'est cette dynamique. Alors, Palo Altour, c'était une dynamique locale d'Indre-et-Loire, de métropole de Tours notamment.
Et cette dynamisme, en fait, c'est un petit peu essoufflé dans la session Palo Alto, mais a rejailli cette fois avec une dynamique régionale au sein de Digital Loire Valley. Ce qu'il y a dans Palo Alto aujourd'hui, c'est surtout des événements, des gens qui ont envie de monter des événements, de monter en compétences ensemble, parce qu'ils aiment bien, dans leur métier, ils développent avec des outils de Google, donc le Google Developer Group, et ils se disent, moi tout seul dans mon coin, je ne progresse pas. Ouais. Pourtant, il y a tous ces copains dans d'autres boîtes qui progressent aussi, qui ont aussi besoin de progresser sur ces outils. Donc, faisons venir des intervenants, mettons-nous ensemble et puis montons en compétences ensemble. Ce qui veut dire que finalement, le digital n'est pas une bulle dans laquelle on évolue tout seul. On est obligé de travailler ensemble, de partager. Et le digital, justement, facilite peut-être cette idée de partage. Il y a plusieurs choses, effectivement. Donc si on est tout seul, de toute façon, on ne progresse pas, on périclite. Il y a plein de manières de ne pas être tout seul. On peut ne pas être tout seul avec du numérique, c'est-à-dire des gens qui se forment avec des outils en ligne, avec des communautés en ligne. Ce qu'il y a en plus ici, c'est qu'en plus, on se rencontre, en vrai, physiquement. Ouais. Alors les outils, les meet-up, tous ces moyens pour organiser des événements collectifs assez facilement, c'est super efficace. Mais là où on gagne en puissance, on devient vraiment très très fort. Où en plus on s'amuse, c'est quand on se réunit de temps en temps, on boit de la bière ensemble et surtout on discute, on échange et il y a plein d'humains qui se passent autour de ces compétences. Et c'est là où se créent des relations, se créent peut-être parfois des partenariats des entreprises, donc là on va à cet aspect start-up ou entrepreneur en général ou développement business en général, et des histoires personnelles. Donc on a besoin de l'humain en plus du digital pour devenir vraiment bon dans le digital et dans la vie en général. Alors vous avez dit le mot, vous avez dit business, c'est important. Est-ce que c'est toujours, pas le fond, c'est quand même le business? Arriver à monter en compétences pour faire mieux, pour embrasser plus large ou pas forcément? Je dirais oui et non, parce que si on est dans une approche pure business, on va surtout chercher à prendre et pas forcément à donner. Et le propre d'une association, d'un collectif, que ce soit Palo Alto, que ce soit Digital Loire Valley, ça ne réussit que parce qu'il y a des gens qui sont là aussi pour donner, sans forcément réfléchir à un calcul de rentabilité, de retour sur investissement, etc. Et ce qui a fait, je pense, l'originalité de Palo Alto, c'est qu'il y avait cette capacité de créer des choses, de faire naître des rencontres sans que ce soit forcément calculé. C'est-à-dire que les gens venaient, pas forcément justement avec des a priori, avec des attentes spécifiques, mais parce qu'il y avait cette envie de partager, parce qu'il y avait à un moment donné cette envie de passer un peu la frontière entre le business et le personnel. Fabien l'a très bien dit, c'est d'abord une association de bénévoles, mais ce sont des bénévoles qui ont un parcours, qui ont une expertise, qui ont un cadre de travail. Et à un moment donné, s'ils sont uniquement dans leur cadre de travail, en fait, ils ne vont pas aller vers d'autres personnes, ou alors ils vont aller uniquement vers des personnes qui leur ressemblent, ils vont suivre un parcours assez codifié. Et donc, ça empêcherait de créer des choses... C'est un peu réducteur. Voilà, c'est un peu réducteur et ça empêcherait de créer de l'inattendu. Et je pense que cet inattendu, il l'a montré à travers Palo Alto, ça crée beaucoup de valeur. Fabien, on l'a dit au tout début, Palo Alto va intégrer, est-ce que c'est le terme, Digital Loire Valley? C'est comme ça que ça va se passer? Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Parce que nécessité, ce que vous venez de dire, on ne peut pas évoluer tout seul, on a besoin d'être plus forts tous ensemble? Palo Alto, c'était un projet local, Indre-et-Loire. Il y a une dynamique qui était super forte, super intéressante, qui a créé beaucoup de liens en Indre-et-Loire, et peut-être l'envie de monter l'échelle, d'aller donner un coup de main à d'autres copains qui sont dans d'autres villes. Par exemple, moi je suis porteur d'une action qui est de Boxmaker, qui sont des game jams, des week-ends de création de jeux vidéo, jeux de société, qui ramènent un public très diversifié, des garçons, des filles, des gens de 16 ans, 55 ans, des développeurs, des pros, des amateurs. Et là, on est en train d'aider une communauté qui est à Orléans, par exemple, qui est Orléans Games Network, avec des gens du CRIJ qui sont présents ici, notamment, pour monter leur événement. Et ça, c'est facilité en ayant cette dimension régionale. Et de la même manière, nous, on a beaucoup de choses aussi à s'inspirer, d'autres dynamismes d'ailleurs qui peuvent nous régénérer, et ainsi de suite. Donc c'est un meilleur moyen pour parler avec les copains. Guillaume. Et si je peux compléter ce que dit Fabien, effectivement, il y a cette ambition d'aller au-delà du local, et donc le fait de mettre sous bannière Digital Loire Valley les activités
porté par les bénévoles de Palo Alto. C'est une manière de toucher d'autres régions et de se nourrir aussi de ce qui se fait, d'autres départements de la région et de se nourrir de ce qui se fait dans d'autres territoires. Mais il y a aussi une autre composante importante, c'est que l'association Digital Loire Vallée, elle s'est professionnalisée. Oui. Il y a une équipe, il y a des permanents et il y a des moyens. Et c'est ce qui va aussi permettre de pérenniser et de donner une autre ampleur aux actions portées par les bénévoles qui exercent depuis certains plus de 10 ans au sein de Palo Alto, je crois. Voilà. C'est vrai qu'une intention, c'est nous en tant que bénévoles, faire moins d'administratif, filer ça à ceux qui sont payés pour, et adorer. Et que nous, on reste sur ce qui nous éclate, c'est-à-dire rencontrer les gens, discuter et faire venir des gens géniaux pour discuter. Digital Loire Vallée, aujourd'hui, vous êtes 3, 4 permanents, c'est ça, salariés? On est 3, on sera 6 avant la fin de l'année. Ah oui, belle progression. Voilà, on recrute activement parce qu'on a besoin d'être plus nombreux, tout simplement. Alors, vous recrutez quel type de profil? Alors, on recrute, alors ce sont des termes, c'est des anglicismes, hein, vous me pardonnerez. C'est pas grave, allons-y. On recrute un French Tech Manager, une personne qui s'occupe de l'écosystème French Tech, donc notamment des startups. Un French Fab Manager qui va s'occuper d'aller à la rencontre des industriels pour les sensibiliser aux enjeux du numérique. Et un Event Manager chargé d'événementiel qui va contribuer évidemment à l'animation, à l'organisation des événements sur tout le territoire. Alors forcément, quand on entend la dénomination de vos deux entités, on parle de territoire. Le territoire de la région centre aujourd'hui, vous y faisiez référence, 6 départements, c'est pas uniquement la Loire-Vallée, on va un peu plus loin. Quand on est dans le Berry, on est un petit peu plus loin de la Loire. Est-ce que vous sentez que la mayonnaise prend sur l'ensemble du territoire? Alors, on y faisait référence tout à l'heure, hein. Il y a MAM ici, il y a le labo à Orléans, qui sont 2 poids lourds, mais il y a d'autres entités un peu partout sur le territoire. Est-ce que la mayonnaise prend? C'est pas évident de dire que ça prend. Il faut beaucoup de temps, il faut l'observer sur le temps long. Là, on sort d'une période un peu compliquée, forcément, où chacun est resté chez soi pendant assez longtemps. Il faut retrouver des habitudes pour se parler, pour se retrouver, pour réapprendre parfois à se connaître. Pour qu'un écosystème numérique soit performant, il faut un alignement des planètes. Et ça se travaille. C'est-à-dire que ça demande beaucoup de volonté. Ça, c'est de la volonté humaine. Quelles que soient les personnes, qu'on parle des politiques, qu'on parle des développeurs économiques, qu'on parle des experts, qu'on parle des entrepreneurs eux-mêmes, il faut beaucoup de volonté individuelle qui se font dans une volonté collective. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas que des structures. Il faut des structures, il faut des lieux totems, il faut des choses comme ça, mais il y a un gros travail d'animation, tout ça, ça s'accompagne. Sur le territoire, puisque c'est votre question, sur le territoire régional en particulier, il y a des choses qui sont faites en termes de renforcement de ce qui fait l'identité du territoire. Je pense à la Cosmétique Vallée à Chartres, je pense à ce qui se fait sur le biomédicament à Tours, tout ce qui se fait dans l'agriculture autour d'Orléans. Ce sont des territoires qui vont trouver une force et une identité justement en travaillant cette verticale, ce secteur, et en fédérant et en devenant des pôles d'expertise reconnus au niveau national et peut-être demain international. Et c'est comme ça, je pense, que ça va se construire. Est-ce que justement, vous parliez de l'alignement des planètes? Est-ce que les 2 années de pandémie qu'on vient de passer, qui nous ont chacun cantonnés chez nous et donc peut-être plus facilement devant nos écrans, est-ce que ça n'a pas été un élément fédérateur ou initiateur de nouvelles idées? Alors nous, sur les actions que je mène liées au jeu, on a été une des actions de Palo Alto qui a le mieux résisté, voire qui s'est développée pendant les confinements, avec des nouveaux formats en ligne. Par exemple, un format rigolo, on a 2 même qui sont nés là, c'est le Jam de la Loose en 1 heure le dimanche soir. Jam de la Loose. Jam de la Loose. C'est créer des jeux en 1 heure contre le sprint du dimanche soir. Ah ouais. Et ce qui est rigolo, les jeux ils sont un peu cassés, mais on passe du temps, on crée notre jeu, on a un thème qui sort, et après on est en distanciel, en visio, en train de streamer, il y a quelqu'un qui teste tous les jeux qui ont été faits, et on rigole parce que les jeux sont tout cassés. Et ça c'était hyper intéressant, parce qu'on avait du monde qui venait de Genève, qui venait des Belges qui vivaient en Suède, qui participaient à cet événement, alors que c'est un événement où les 3 quarts des participants étaient tourangeaux. Ça c'est génial c'était hyper. Pour essaimer, c'est idéal. Et surtout, c'est que c'était un vrai lien social, mais 10 000 fois plus intéressant que les apéros WhatsApp, parce qu'on faisait vraiment quelque chose ensemble. Et ce format,
il a donné un bébé qui sont les Compous, donc c'est Jam de la Loose au sens musical. Donc c'est le deuxième dimanche du mois. C'est une image de jeu vidéo qui sort et on a 1 heure pour créer de la musique. Et ce qui est fou, c'est qu'il compose des trucs super intéressants. Donc ça, c'est un nouveau format qu'on a créé grâce, qu'on a commencé avant le confinement, mais qui s'est développé là-dedans. Mais par contre, on a quand même besoin, on était hyper content de se revoir, de faire ces événements où on est 50, 70 personnes dans la même salle, assis ensemble pendant 48 heures, parce qu'il y a quand même un contact beaucoup plus puissant, beaucoup plus, on va dire, intime et profond qui se crée à ce moment-là. Et c'est là où il y a des collaborations qui se créent pour la suite. C'est là où il y a des carrières qui s'amorcent, où il y a des relations solides qui vont par la suite. Donc, c'est rassurant quelque part que l'humain quand même reste derrière. Oui, c'est fondamental. Si on est ici, c'est parce qu'on a besoin d'humains. Ouais. Depuis combien de temps est-ce que véritablement vous avez senti cette structuration, cette volonté de faire, on dirait de faire économie ensemble? J'aime pas beaucoup la terminologie, mais il y a un moment où vous avez senti qu'il fallait faire quelque chose parce que sinon, chacun dans son coin, on n'y arrive pas. Moi, j'ai un historique un peu plus ancien local parce que Guillaume est arrivé il y a un peu moins d'1 an. Ouais. 2012, la création de Palo Alto. Alors, c'est pas moi qui suis à l'origine de Palo Alto, hein. Mais donc, je parle de Tours, du coup je ne parle pas de la région. Ouais, mais d'autres territoires... Tours a été assez innovant d'ailleurs, a été novateur dans ce domaine. Oui, mais il y a d'autres dynamiques très très fortes qui sont apparues dans d'autres territoires de la région, peut-être pas au même moment, mais avec une puissance, là je pense à Châteauroux par exemple, qui suivent aussi un chemin hyper dynamique depuis 1 ou 2 ans. Ils vont développer ça à leur manière. Bourges, il y a des trucs extraordinaires qui se passent, Orléans aussi. Châteauroux, où on sera d'ailleurs la semaine prochaine, mardi prochain. Donc chaque territoire vit sa propre vie avec des dynamismes qui sont très enrichissants. En tout cas, nous, ce qui s'est passé en 2012, il y a cette association qui est arrivée et qui était la possibilité de monter des événements ensemble. Certains existaient déjà, mais là, ça fait comme un récit de corail où tout un écosystème s'est créé. Et je pense qu'il y avait une soif, une envie de créer de l'événementiel, de s'impliquer, de faire des choses. Et ça a été comme un boulet de canon, quoi. Le premier Startup Weekend, qui est un événement très symbolique, très fort en termes de communication et d'engagement et de relations. Ça a fait un boulet de canon et ça a fédéré des acteurs. Ouais. Et donc là, vraiment, il s'est passé quelque chose à ce moment-là. C'était aussi un petit peu après les candidatures French Tech, donc ça veut dire un soutien institutionnel pour essayer de fédérer un écosystème régional sur le numérique. Donc là, entre ce type d'initiative numérique associative, qui a aussi embarqué des entreprises, parce qu'il y avait une sensibilité de Julien qui avait monté le projet, aussi entrepreneuriale forte, donc des bénévoles, des entreprises se sont projetées dans cette dynamique, plus l'institution qui s'est projetée, donc les collectivités là-dedans. 2012, 2013, 2014, il s'est passé quelque chose de puissant. Mmh. Et là, on est en train de tirer un peu les fruits de cette dynamique. Ouais. Alors, vous parliez tout à l'heure, Guillaume, d'entreprises, y compris des entreprises du CAC 40, des ETI, des grosses même des grosses PME. Qu'est-ce qu'elles viennent chercher dans cet écosystème ? On sait que même dans l'industrie, le digital est intégré. On parle de l'industrie, de l'entreprise 4.0, avec une nouvelle forme de communication en interne. Qu'est-ce qu'elles viennent chercher de plus dans un écosystème comme Digital Loire Vallée, par exemple? Ou qu'est-ce qu'elles vous apportent aussi? Effectivement, elles cherchent autant qu'elles apportent. Oui. Je pense que la plupart des entreprises qui nous rejoignent, ce sont des entreprises qui sont convaincues qu'aujourd'hui, il faut apprendre à chasser en meute. Il faut voir son voisin comme un allié avant de le voir comme un concurrent ou comme quelqu'un qui peut nous faire perdre des parts de marché. J'étais assez surpris de voir en arrivant sur le territoire, Fabien le rappelait, moi je suis à mon poste depuis 1 an et je suis en Touraine depuis 1 an également. Donc j'ai eu cette phase de découverte de l'écosystème. J'étais assez surpris de voir à quel point les entreprises, parfois proches, ne se connaissaient pas, proches géographiquement, ne se connaissaient pas. Et donc, il y a déjà un besoin pour les unes et les autres d'apprendre à se connaître. Parce qu'il y a des fois des entreprises, il y a des entreprises qui ont besoin d'un prestataire, d'un fournisseur, d'un consultant, et qui vont parfois le trouver dans une autre région. C'est vrai. Parce que c'est assez facile, parce qu'elles sont passées par un canal quelqu'un qu'elles connaissaient d'avant, où elles ont fait une recherche sur Google, etc.
Et en réalité, les expertises, elles se trouvent souvent près de chez nous. C'est le cas en Indre-et-Loire, mais c'est le cas à l'échelle de la région plus globalement. Et donc les entreprises qui viennent dans le réseau, elles ne sont pas là pour chercher à se montrer, etc. Oui, forcément, il y a un besoin de visibilité, mais elles sont là pour jouer collectif et pour jouer la carte du local et identifier des partenaires qui vont permettre de faire mieux ensemble et d'en faire bénéficier le territoire. Donc en fait, vous disiez chasser en meute, c'est très américain ça. Pendant très longtemps en France, on a créé nos entreprises surtout en se cachant pour ne pas montrer. Aujourd'hui, on a le sentiment que c'est tout l'inverse. On s'ouvre, on va essayer de chercher des compétences ici et là, de partager, de dire regarde, j'ai une bonne idée, comment est-ce qu'on peut faire mieux ensemble? Je ne sais pas si c'est lié on est un peu décomplexé. Alors je ne sais pas si c'est lié à la période du Covid. Mais en tout cas, cette période-là, elle a montré un certain nombre de fragilités dans les entreprises. Il y a eu évidemment de la casse dans un certain nombre de secteurs. Mais sur le plan du numérique, ça a permis de mettre le doigt sur des opportunités. Il y a plein de boîtes qui ont trouvé des opportunités, des relais de croissance qui se sont transformés, etc. Mais ça a permis aussi de mettre le doigt sur des risques nouveaux, ou qui étaient là mais un peu latents, qu'on n'avait pas forcément bien identifiés, comme la cybersécurité par exemple. Ah oui. Et ça, en fait, quand ces risques-là arrivent, on n'en est plus à se dire « Ah oui, le voisin, il est en train de me piquer des parts de marché ». Non, là, on en est à se dire « Ok, comment est-ce que je peux parler avec mon voisin pour comprendre comment lui, il a sécurisé son réseau et comment moi, je peux faire, ou inversement, comment je peux l'aider ». Parce qu'en fait, s'il y a une boîte qui performe, je préfère que ce soit mon voisin plutôt que quelqu'un très éloigné que je ne connais pas. Et voilà. Il y a cette logique du collectif, du partage, qui commence à bien prendre. Dans cette idée de développement du collectif, quelle est la part que prennent les collectivités, les institutions? Et comme on parle de l'ensemble du territoire, aujourd'hui, j'imagine les Comcom, avec les points, alors avant c'était les points info-service, après il y a les points de développement digital, d'aide, etc. Les Comcom, les métropoles. Les métropoles, merci. Les métropoles, conseil départemental, région, bien entendu, région par l'intermédiaire de son agence de développement DevUp. Comment est-ce qu'elles participent? Comment est-ce qu'elles vous aident? Et comment est-ce que peut-être elles sont intégrées aujourd'hui à vos organismes, l'un et l'autre? Je ne sais pas si tu veux parler. Alors, les collectivités sont des partenaires naturels d'une association comme la nôtre. Et différents évidemment niveaux de collectivité. Alors principalement la région et les métropoles et les agglos des différents départements sont nos partenaires et nos soutiens, évidemment. En fait, le numérique est aujourd'hui dans toutes les activités. Donc ça veut dire que pour une collectivité, tout son champ de compétences va être à un moment donné impacté par le numérique. Ça vaut aussi pour le social, ça vaut aussi pour l'éducation, ça vaut aussi pour le sport. Voilà, pas que le développement économique. Ça vaut pour le tourisme, et Fabien peut en parler aussi. Ce sont des sujets sur lesquels le numérique vient forcément à un moment donné permettre d'accélérer, de transformer, de voir différemment les projets portés par les collectivités. Elles sont toutes, alors j'imagine que c'est une question d'hommes avec un grand H, d'hommes et de femmes qui sont des dirigeants. Toutes ne sont pas égales devant cette volonté. Vous le remarquez, ça, j'imagine? Il y a un président de Comcom qui a plus envie, qui y va, quoi. Oui, et puis même il y a le projet de ces personnes, c'est-à-dire que le numérique c'est transversal, c'est partout, il y a du développement économique, il y a de la formation, il y a des enjeux sociaux aussi, sociétaux. C'est-à-dire que là, vous avez accroché le mot business, mais l'enjeu du numérique n'est pas que business. Par exemple, je bosse beaucoup avec des psychologues cliniciens qui travaillent avec des jeunes qui sont en rupture de lien et qui créent leurs liens sociaux sur les réseaux sociaux, sur les jeux en ligne. Et donc du coup, il faut savoir les accompagner, ces jeunes, pour s'appuyer dessus, pour justement recréer du lien. Donc là, on n'est pas sur une partie business, mais on est quand même sur des vivre ensemble. On a toutes ces personnes qui sont coupées du numérique, une fracture numérique, les enjeux d'inclusion. Oui, nous sommes en direct à Tours, dans les embouteillages. Ça fait partie du... Voilà.
Je me souviens plus de la question. Oui, je disais qu'à la tête des Comcom, il y avait des hommes et des femmes qui sont plus ou moins enclins à pousser le digital. Donc pousser le digital, il y a plein de directions différentes dans lesquelles on peut vouloir pousser. Pour nous, le plus important, c'est le sociétal, c'est aider des gens qui vont mal, qui sont en fracture, développer du business. Ça peut être tout ça en parallèle. C'est pas forcément, ça demande beaucoup de maturité pour arriver à tout traiter dans ces sujets. Donc je pense qu'en fonction des territoires, en fonction des élus, en fonction des mandatures, l'accent va être mis un peu différemment. Mais en tout cas, c'est un enjeu transversal qui est indispensable à prendre en compte. Pour ce que vous en savez, l'un et l'autre, et les expériences que vous avez, est-ce que de ce point de vue, la France est plutôt bien placée, on se débrouille bien? C'était pas la question à poser. J'en ai aucune idée. Non, aucune idée. Mais Guillaume sera meilleur que moi. On se dit de temps en temps, bon, on n'est pas les meilleurs, les grandes bonnes idées viennent souvent de l'étranger. Et en fait, j'ai plutôt un peu le sentiment qu'aujourd'hui, la France tire plutôt bien son épingle du jeu, il y a des bonnes idées et cette idée de fédération fonctionne bien. Je dis un petit truc, après je te laisse. Allez-y, Fabien Vidal. Il faut arrêter de se flageller. Ça ne sert à rien de se demander si on est bon ou si on n'est pas bon, il faut y aller. Voilà, je laisse la parole. Bien sûr. Ah, ça c'était court, mais efficace. Malheureusement, je ne serai pas aussi court. Je ne sais pas être synthétique. Mais je souscris totalement à ce que dit Fabien. C'est vraiment une question de culture. Oui, il y a des forces incroyables en France. On a une recherche qui est incroyable, à un niveau académique qui est extraordinaire. On a des entrepreneurs qui font des choses fantastiques et qui sont parfois très frugaux dans leur approche. Il y a une culture de la frugalité qui n'est pas effectivement la culture américaine ultra dépensière où on va avoir, on va lancer un business avec 25 millions de dollars sur la table. Donc il y a des approches très intéressantes, mais il y a beaucoup de pudeur, il y a beaucoup de réserve. On a du mal en France à afficher la réussite et à soutenir la réussite, à l'encourager. Ça vaut aussi pour l'échec, je pense. Ouais. Bref, voilà. On a malheureusement encore un peu cette culture où on a du mal à valoriser les choses finalement, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes. Et je pense qu'il faudrait libérer un peu plus la parole. Ça libérerait les envies, les intentions. On a besoin d'avoir dans nos écoles des gens qui ont envie de devenir entrepreneurs. Être entrepreneur, c'est résoudre des problèmes. C'est s'attaquer à des problèmes de front et ne jamais s'arrêter avant soit d'avoir résolu le problème, soit d'être tombé de la falaise. Et on a besoin de ça, en fait. Et ça, ce sont des états d'esprit. Oui, il y a de la technique, il y a de l'apprentissage, etc. Mais c'est d'abord une question de culture, je pense. Et ça se transmet, ça doit circuler. Et pour moi, c'est la voie dans laquelle on doit aller en France. Ouais. Fabien ? Oui, c'est un obstacle que j'ai vu avec des amis sur d'autres sujets, mais on a l'impression, beaucoup de personnes ne se sentent pas légitimes. Et un copain qui était dans une entreprise, qui aimerait bien, qui trouve que la stratégie commerciale de sa boîte est pas suffisante, et il râle parce qu'il n'est pas assez payé. Et je dis, mais votre patron ne demande que ça, que vous mettiez tous autour de la table et que vous réfléchissiez ensemble de votre stratégie commerciale. Le patron essaie de leur faire acheter l'entreprise, c'est-à-dire qu'il est prêt. Mais eux disent, oui, mais je ne suis pas formé à ça. Mais on s'en fout. Les chefs d'entreprise, la plupart ne sont pas formés. Je crois que la moitié des chefs d'entreprise ont le bac. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'école de chefs d'entreprise, en tout cas, ou très peu, sauf dans le bâtiment peut-être. Et je pense qu'on a un système de formation qui était maintenant un peu moins puissant, mais on est très structuré. Mais du coup, on a l'impression que si on n'a pas cette structure dans le domaine spécifique qu'on doit travailler, on n'est pas apte. Et ça, c'est un gros frein, je pense. Bon, néanmoins, on a tous l'envie de réussir. Surtout quand on monte une boîte, j'imagine. Oui. Bah oui, c'est un peu le principe quand même. Mais du coup, il faut accepter qu'on ne connaît pas tout et qu'on va essayer sur le tas, qu'on va y aller et que ce n'est pas très grave si on trébuche. Trébucher, c'est pas grave. Est-ce que je reviens aux institutions et aux collectivités, est-ce qu'aujourd'hui, on se donne les moyens d'y arriver? Autrement dit, est-ce qu'on a un peu d'argent? Alors tiens, Digital Loire-Vallée, est-ce que vous avez un peu de moyens? Est-ce que vous avez des sous? Quel est votre modèle économique, puisqu'on parle d'entreprise? Comment fonctionnez-vous? Alors, je vais répondre sur le modèle économique, puis après, je vais donner ma réponse sur les moyens. Sur les moyens, plus largement, au-delà du modèle économique. Nous, on est une association, donc en fait, on vit de plusieurs sources de revenus.
les cotisations des membres, des sponsors privés qui aujourd'hui sont des grands groupes, hein, EDF, Enedis, TGS France, SNCF notamment, les subventions des collectivités qui nous soutiennent et quelques prestations qu'on réalise pour le compte de BPI France sur le volet French Tech. Évidemment, comme on est une association, on n'est pas là pour faire des bénéfices. Hein, notre budget, il est là pour être investi dans des actions de territoire, pour profiter à nos membres. Ensuite, sur le sujet des moyens et du rôle de l'institution, on a un sport national en France, à part se plaindre, qui est, mais vous allez voir que c'est lié, qui est faire des lois et des règles. Donc évidemment, forcément, au bout d'un moment, on a envie de râler parce que tout le monde, et en premier lieu les chefs d'entreprise, sont confrontés à des lois et des règles, et on a un peu du mal à y arriver. C'est sans doute aussi un frein à l'entrepreneuriat et à la capacité à réussir plus vite qu'on aimerait. Il faut à un moment donné, ces règles, elles sont souvent essentielles, importantes. Je pense par exemple à des choses sur le RGPD, la protection des données personnelles. Il y a des sujets qui sont essentiels. Ces règles, elles sont faites, il y a une logique. Mais par contre, à un moment donné, il faut aussi pouvoir accompagner les entreprises pour que ces règles soient vecteurs de performance et pas seulement des contraintes. Et l'institution, elle doit avoir ce double rôle. Elle doit comprendre qu'elle est là pour fixer un cadre, mais dans le cadre, il y a à la fois des contraintes à suivre, des règles à respecter, mais il y a aussi un cadre d'opportunité. Et nous, on accompagne des entrepreneurs pour leur donner à voir que le RGPD, c'est aussi un outil de performance. C'est ce qui, demain, va vous différencier. Les enjeux de cybersécurité, c'est pas que oh là là, je risque de me faire attaquer. Non, c'est aussi comment je suis résilient, comment je me relève une fois que j'ai subi une cyberattaque, etc. Et donc, il faut aussi que ce cadre de règles devienne aussi un cadre d'opportunité. Si vous aviez l'un et l'autre un rêve ultime pour les années qui viennent, quel serait-il? Qu'est-ce que vous avez envie de faire qui n'est pas encore fait pour cette communauté digitale? Je sais que la question est un peu... Si, allez, moi j'ai un petit rêve qui est simple. On a perdu du temps là, au sein de notre asso en spécifique ces dernières années parce qu'on n'a pas fait l'effort suffisant pour renouveler les forces bénévoles. Il y avait un très fort dynamisme au début, une envie qui n'était pas satisfaite, et là enfin le moyen de vivre notre rêve de créer des événements. Moi, la première fois que j'ai fait une game jam, j'ai trouvé ça fou. On était des pionniers, on s'est rendu compte que ça plaisait aux gens, c'était génial. Et là, mon rêve, en fait, ce serait d'arriver à insuffler cette énergie à des jeunes et faire que ça continue et que d'autres personnes puissent vivre ces rêves et ces aventures épiques. Donc voilà, c'est arriver à transmettre ce goût d'organiser des choses et de prendre des responsabilités. Et vous, puisque vous êtes jeune dans le poste, à quoi est-ce que vous avez envie de vous atteler, ou vous êtes peut-être déjà attelé en vous disant « faut que ça arrive maintenant ». C'est pas évident. Non. Je pense que à partir du moment où le numérique concerne toutes les organisations de la région, moi mon rêve ce serait de voir que toutes les organisations en fait rejoignent naturellement l'association ou au moins s'intéressent à ce qu'on fait. Pas parce que ça me fait plaisir, oui bien sûr ça me ferait plaisir, mais c'est important parce que malheureusement on n'en est pas là encore, que tout le monde intègre naturellement que le numérique est partout. Voilà, pour le bien, parfois moins bien, mais en tout cas, c'est l'affaire de tous. Ouais. Et à un moment donné, il faut que nos actions aient la portée la plus grande possible. Il faut qu'un maximum de monde se sente concerné par ces sujets et contribue. Parce qu'encore une fois, on est une association, on n'est pas là pour dérouler un programme, on est là pour donner un cadre d'opportunité, de faisabilité à ceux qui travaillent, qui nous rejoignent au sein de l'association. Mais en tout cas, il faut que le numérique, ce ne soit pas un truc un peu lointain ou qui fasse peur ou dont qu'on va regarder comme ça avec méfiance. Il faut que ça devienne naturel et comprendre que dans une communauté, il y a beaucoup d'entraide et qu'on est là pour régler des problèmes tous ensemble. Autrement dit, Digital Loire-Vallée, comme vous l'étiez ou vous l'êtes encore Palo Alto, ce sont des projets de société pour que tout ça fonctionne ensemble. Oui, ce sont des projets de société et effectivement, Palo Alto a été la première étape finalement de Digital Loire-Vallée
C'est ce qui a permis de fédérer un écosystème au niveau de l'Indre-et-Loire. Et c'est ce qui a permis de donner cette impulsion à Digital Loire Valley. Parce que maintenant, les gens se connaissent, hein, comme Fabien l'a dit, depuis 10-12 ans. Et donc oui, ça c'est une aventure humaine et en effet un projet de société et un projet de territoire. Juste un petit mot, Digital Loire Valley, c'est la somme de beaucoup plus d'autres choses que une évolution d'une association Tourangelle. C'est un projet régional avec des communautés régionales et d'autres dynamiques qui sont nées ailleurs. Donc voilà, c'est quand même la somme de beaucoup d'autres choses. C'est ça, c'est en ce sens que je disais, c'est un vrai projet de société avec le digital qui n'est finalement qu'un outil pour réussir tous ensemble dans ce qui semble aujourd'hui inévitable, dans ce qui est inévitable aujourd'hui et qui doit être un bien pour nous tous, dans tout ce qu'on fait. Si je peux ajouter juste un mot, c'est encore une fois, le numérique est un outil, il a l'usage qu'on en fait. Si on le laisse à des experts, à des techniciens, ce sera forcément abscon pour beaucoup de gens. Si on arrive à permettre à un maximum de monde de se l'approprier, et ça passe par de la pédagogie, de la sensibilisation, par le jeu aussi, ça marche très bien. Et ben là, effectivement, cet outil qui est le numérique servira à un maximum de monde. Ça servira à des jeunes, ça servira à des moins jeunes, ça servira à des entreprises industrielles qui fonctionnent avec le papier et le crayon, comme ça servira à des gens qui sont profondément impliqués dans le numérique déjà. Donc, en conclusion, on peut dire, venez, prenez cette habitude d'écouter, de voir ce qui se passe dans Digital Loire Valley, parce que c'est véritablement un outil fédérateur qui fonctionne. Merci Fabien Vidal d'avoir accepté de nous apporter votre expérience. J'ai d'ailleurs pas dit que vous étiez ambassadeur de Pixel Players. On était juste avant avec Vincent Marty et Ferréol Chevalier, que vous connaissez bien, forcément. Et puis, merci Guillaume Van Est, directeur de Digital Loire Valley. Longue vie à vos organismes, à votre collaboration future, à ce qui va se passer. Et puis, on espère de tout cœur que la Loire Valley soit une vraie Digital Loire Valley. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.